Le 11 septembre 2001, à 7 heures du matin, les chaînes d'assemblage s'arrêtent. Les lumières s'éteignent, les portes se ferment à clé. Dans 5 usines de Normandie, 5600 salariés apprennent ce matin-là qu'ils n'ont plus de travail. Ce même matin, à New York, 2 avions percutent dans les tours du World Trade Center. La France ne voit pas tomber Moulinex. Pendant des décennies, cette marque avait été présente dans 9 cuisines françaises sur 10. Son fondateur avait été classé parmi les 25 Français les plus fortunés de la République. Ces robots portaient des prénoms de femmes, Charlotte, Marie, Jeannette, Marinette. Le slogan « Moulinex libère la femme » avait accompagné 2 générations de ménagères. Et pourtant, à l'heure où le monde regardait Manhattan brûler, la Normandie industrielle mourait en silence. Mais la véritable histoire de Moulinex n'est pas celle d'une chute provoquée par la concurrence asiatique ou par les caprices du marché. C'est l'histoire d'un homme seul, un autodidacte de génie, fils de quincaillier, qui construisit un empire de ses mains et refusa, jusqu'à la paralysie, de le confier à d'autres. Chaque semaine, nous racontons les histoires derrière les machines et les entreprises qui ont façonné la France moderne. Likez la vidéo et abonnez-vous si vous voulez continuer à les entendre. L'histoire commence à Rosny-sous-Bois en 1900. Jean Mantelet naît le 10 août 1900 à Rosny-sous-Bois, dans la banlieue est de Paris. Ce n'est pas encore une ville dortoir. C'est un bourg artisanal à 2 heures à pied des faubourgs de la capitale, peuplé d'ouvriers, de petits commerçants et de familles qui fabriquent des objets de leurs mains. Son père tient une quincaillerie à Belleville. Sa mère élève seule ses enfants après la séparation du couple en 1903. Jean a 3 ans. C'est une séparation qui bouleverse tout. Contrainte de travailler, sa mère place le jeune Jean, à l'âge de 12 ans, en apprentissage dans une bonneterie de la rue de Rivoli. Pas d'école secondaire, pas d'atelier de famille. Directement dans le commerce, il y apprend les rudiments du négoce et de la comptabilité. Il est curieux, débrouillard, obstiné. Son patron, impressionné, lui finance des cours du soir et le voit comme son successeur naturel. Mais ce patron meurt en 1919 et tout s'effondre. Jean Mantelet, 19 ans, sans diplôme et sans réseau, rejoint son père à la quincaillerie de Belleville. Il y restera peu. L'indépendance le démange. En 1922, il monte une première petite affaire. La fabrication de pulvérisateurs agricoles et de pompes à main pour le marché du sulfate de cuivre. Ce n'est pas encore l'électroménager, mais c'est déjà la série, le volume, le prix bas. C'est déjà Mantelet. En mai 1929, l'année où Wall Street s'effondre, l'année où la Grande Dépression commence à ronger l'Europe, Jean Mantelet ouvre un atelier à Bagnolet. Il s'associe à un ingénieur nommé Boucher. Ils appellent leur affaire la manufacture d'emboutissage de Bagnolet. Ils fabriquent des petits appareils ménagers à manivelle, des objets pour la cuisine, des objets pour les femmes. L'atelier de Bagnolet, rue du Progrès, occupe à peine 300 mètres carrés. Les premiers mois, une dizaine d'ouvriers travaillant à la main. Le capital de départ, modeste, les carnets de commandes, vides. Mais Mantelet a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. En 1929, la cuisine française est une pièce de labeur. Pas de réfrigérateur, pas de mixeur électrique, pas de robot. La ménagère écrase, coupe, tamise, bat, à la force des poignets, chaque matin, chaque soir. Les ustensiles existent depuis des siècles. Le mortier, la passoire, le moulin à café à manivelle. Mais ils sont lourds, lents, fatigants. Et ils font des grumeaux. Un jour, la légende de Moulinex le raconte ainsi, Jean Mantelet sert à sa femme une purée de pommes de terre. La purée est pleine de grumeaux, trop épaisse. Mal travaillée, sa femme s'en excuse, Mantelet la regarde et il voit le problème, ce n'est pas sa femme qui est maladroite, c'est le geste qui est mauvais. La passoire classique oblige à presser de haut en bas, avec effort, un mouvement de rotation serait plus efficace, plus naturel, plus rapide. Il rentre dans son atelier, il dessine. Le 16 février 1932, à 14h50, Jean Mantelet dépose à l'Institut national de la propriété industrielle le brevet numéro 7, 132 100, le moulin à légumes, un ustensile en métal embouti, muni d'une manivelle rotative et d'un tamis interchangeable qui passe les légumes cuits en purée lisse, sans grumeaux, en 30 secondes. Il le présente d'abord à la foire de Lyon. Prix affiché, 36 francs. Personne n'achète. 2 mois plus tard, il le présente à la foire de Paris. Prix affiché, 20 francs. En une journée, toutes les pièces partent. Mantelet a compris sa leçon, elle ne le quittera plus jamais. Le produit doit être extraordinaire, le prix doit être accessible, et la série doit être massive. Dès la fin de l'année 1932, l'atelier de Bagnolet produit 2000 moulins par jour. En 1934, 1 million d'exemplaires ont été vendus. La France entre dans la Grande Dépression, les ventes de Mantelet, elles, ne faiblissent que pas. Un moulin à légumes. L'objet est si simple qu'il semble impossible qu'il laisse manquer.
Un cylindre en tôle d'acier embouti. L'emboutissage, c'est la technique qui consiste à déformer une feuille de métal à froid pour lui donner une forme creuse, comme un gobelet ou un bol. À l'intérieur, un disque perforé, le tamis, interchangeable selon la taille souhaitée des trous. Sur le dessus, une manivelle en croix. L'opération est simple, on remplit le cylindre de légumes cuits, on pose l'appareil sur une casserole, on tourne la manivelle. La rotation force les légumes contre le tamis. La purée tombe, lisse, sans fibres, sans grumeaux. Prix en 1932, 20 francs, soit environ 2 jours de salaire d'un ouvrier d'usine parisien. La passoire traditionnelle coûte entre 8 et 12 francs. Mais la passoire ne fait pas le travail aussi bien. Et elle ne donne pas le même résultat. Mantelet comprend dès 1932 ce que les théoriciens du marketing n'écriront que des décennies plus tard. Le consommateur ne paie pas un objet, il paie un résultat, une purée sans grumeaux, un geste qui ne fatigue pas. La stratégie commerciale est immédiate, Mantelet ne vend pas aux grandes maisons. Il vend au bazar, aux quincailleries de quartier, aux foires régionales, il forme des représentants, il crée des catalogues illustrés. Il cible les femmes, celles qui cuisinent, celles qui décident des achats du foyer, celles que personne dans l'industrie ne cible sérieusement encore. La gamme s'élargit vite. Dès 1934, la moulinette pour râper, le moulisel pour moudre le sel, le mouli-poivre, le mouli-sucre, le mouli-moutardier. Mantelet crée une famille d'objets avec un suffixe commun, une identité visuelle cohérente, un prix unitaire jamais au-dessus de 25 francs. C'est une logique de système. Une fois le premier acheté, on en veut d'autres. Une fois la manivelle moulin dans la cuisine, elle appelle ses sœurs. L'atelier de Bagnolet ne suffit plus. En 1937, Mantelet achète une ancienne filature de lin à Alençon dans l'Orne, une filature reconvertie. Les métiers à tisser remplacés par des presses à emboutir, des lignes d'assemblage, des convoyeurs. Plusieurs centaines d'ouvriers. Une ville industrielle normande qui commence à vivre au rythme de la manufacture. Alençon, ce n'est pas un hasard. La ville est enclavée, les salaires y sont plus bas qu'à Paris, la main-d'œuvre féminine est disponible, les femmes normandes ont une tradition de travail manufacturier héritée des dentelières. Mantelet l'a calculé. Chaque centime économisé sur le coût de production est un centime répercuté sur le prix de vente. Moins cher que le concurrent, toujours. Puis vient la guerre. En juin 1940, l'armée allemande entre dans Alençon. L'usine est sous occupation. Ce qu'il s'y passe entre 1940 et 1944, ce que l'on produit, pour qui, dans quelles conditions, les archives disponibles ne le documentent pas précisément. Les historiens de l'industrie normande n'ont pas encore publié de travaux exhaustifs sur la période. Ce point mérite d'être signalé honnêtement. Moulinex sous l'occupation reste, pour l'heure, une page lacunaire de l'histoire de l'entreprise. Ce qui est documenté, la Libération, en août 1944, n'interrompt pas la production longtemps. Mantelet repart. Il a une obsession nouvelle. Et cette obsession va tout changer. En 1953, sur le parking de son usine d'Alençon, Jean Mantelet observe ses ouvrières arriver le matin. Depuis toujours, elles viennent à bicyclette. Ce matin-là, il remarque que les vélos Solex, ces cyclomoteurs à moteur auxiliaire fixés sur la roue avant, sont désormais plus nombreux que les vélos. Un moteur accessible à tout le monde, discret, fiable, pas cher. Mantelet rentre dans son bureau. Il pense à ses moulins à café, à la manivelle que les ménagères tournent chaque matin. Et il voit la question. Pourquoi continuer à tourner la manivelle quand un moteur électrique peut le faire en 3 secondes ? 3 ans de mise au point. En 1956, le moulin express électrique sort des chaînes d'Alençon. Un boîtier en bakélite, un moteur de faible puissance, une lame rotative enfermée dans un bol hermétique. La café est démoulue en 5 secondes. Le bruit est celui d'un bourdon. Le résultat est parfait. Prix 19 francs 90. Les concurrents, Peugeot, SEB, Calor, pratiquent entre 28 et 35 francs pour un appareil similaire. Mantelet est 30% moins cher. La première année, 1,5 million d'appareils sont vendus. En 1957, Mantelet rebaptise son entreprise. La manufacture d'emboutissage de Bagnolet devient Moulinex, contraction de Moulin Express. Un nom qui sonne comme une promesse, rapide, français, accessible. Ce qui suit, c'est une conjonction rare dans l'histoire industrielle française. Un entrepreneur visionnaire, une technologie disponible et une société en pleine transformation. Les 30 Glorieuses, cette période de croissance continue, entre 1945 et 1975, bouleverse la cuisine française. En 1950, seulement 3% des ménages disposent d'appareils électroménagers. En 1965, ce chiffre atteint 20%. En 1975, 75% des Français possèdent un réfrigérateur. 40% ont une machine à laver la vaisselle. 65% ont un lave-linge. Les logements neufs ont des prises de courant. Les femmes travaillent de plus en plus hors du foyer et ont moins de temps pour les tâches domestiques.
Moulinex répond à chaque besoin avant même que le besoin ne soit formulé. 1961, le premier sèche-cheveux Moulinex. La même année, le robot Charlotte, baptisé du prénom d'une secrétaire de Mantelet. Un robot multifonction à moteur électrique. Il hache, il mixe, il fouette, il pétrit. Il pèse 3,2 kg et coûte 89 francs, soit environ 2 semaines de salaire d'un ouvrier qualifié. Insuffisant pour la classe ouvrière, accessible pour les classes moyennes en essor. Robot Marie suit, puis robot Jeannette, puis robot Marinette. Ces prénoms féminins ne sont pas un hasard, ils humanisent l'appareil. Ils font du robot un auxiliaire de cuisine, presque une présence. Les publicités montrent des femmes souriantes, libérées, légères. Le slogan « Moulinex libère la femme » résonne dans tout le pays. En 1969, Moulinex entre en bourse. L'entreprise est cotée à la Bourse de Paris. Jean Mantelet est alors l'un des 25 hommes les plus riches de France. L'usine d'Alençon emploie plusieurs milliers d'ouvriers. De nouvelles usines ouvrent, Argentan, Saint-Lô, Bayeux, Falaise, Cancormel, Fresnay-sur-Sarthe. La Normandie industrielle se construit autour de Moulinex comme une ville autour de sa cathédrale. 1972. Moulinex présente son appareil à la télévision américaine. La publicité dit « It's so simple when you Moulinex it ». Le nom de la marque est devenu un verbe. C'est la mesure du succès. 1977. Les premières publicités télévisées américaines pour La Machine. Le robot culinaire Moulinex rebaptisé pour le marché anglophone. Le marché moyen-oriental s'emballe, le blender Moulinex orne les flancs des bus iraniens. En France, 68% des lycées d'enseignement technique utilisent des appareils Moulinex pour leurs cours de cuisine. La fidélité à la marque est construite avant même que les élèves n'aient un foyer à équiper. 1979. Moulinex commercialise le premier four à micro-ondes grand public vendu en France. Le four Optimo, prix 1490 francs. C'est audacieux, c'est visionnaire. Et c'est aussi, rétrospectivement, le premier signe d'une stratégie qui commence à s'écarter de ce qui avait fait le succès de Mantelet. Le produit simple, fiable, bon marché. Le four à micro-ondes n'est pas simple. Il est sophistiqué, coûteux à fabriquer, et les constructeurs japonais, Toshiba, Matsushita, Sharp, maîtrisant la technologie depuis 10 ans. Moulinex entre sur un terrain qu'il ne contrôle pas. La graine de la difficulté est plantée. Mais en 1980, personne ne la voit germer. Le chiffre d'affaires de Moulinex dépasse les 2 milliards de francs. L'entreprise emploie plus de 10 000 salariés. Elle contrôle 25% du marché français du petit électroménager et près de 10% du marché mondial. De l'orne à l'Oman, un nom suffit, Moulinex. En mars 1986, Jean Mantelet, 85 ans, est victime d'un accident vasculaire cérébral. Il est partiellement paralysé, son élocution est altérée. Mais il refuse de quitter son bureau. Il refuse de nommer un successeur, il refuse de lâcher. Depuis 10 ans déjà, les signaux d'alarme s'accumulent. La fin des 30 Glorieuses, en 1975, a ralenti la croissance de la demande. Les cuisines des ménages français sont désormais équipées. Il faut renouveler, pas équiper. Ce cycle est différent. Il est moins porteur. Et Moulinex, qui n'a connu que la croissance, ne l'a pas anticipé. Les concurrents japonais et coréens entrent sur le marché européen dans les années 1980. Leurs appareils sont moins chers à fabriquer. Les coûts de main-d'œuvre en Asie sont sans commune mesure avec ceux de Normandie. Leurs designs sont plus modernes. Leurs délais de développement produits sont 2 fois plus courts. Moulinex, dont l'intégration verticale, fabriquer soi-même les moteurs, les pièces plastiques, les circuits imprimés, les emballages, les notices, avait été une force, devient une lourdeur. Chaque innovation nécessite de changer des chaînes entières, c'est lent, c'est cher. En 1985, pour la première fois de son histoire, Moulinex enregistre une perte nette. Le déficit s'affiche à 200 millions de francs l'année suivante. Mantelet, depuis son bureau où la parole lui vient par à-coups, injecte de l'argent personnel pour sauver l'entreprise. Mais c'est lui, sa présence, son refus de passer la main, qui est devenu l'obstacle principal. En 1986, 1300 salariés sont licenciés. C'est la première vague. En 1987, Mantelet accepte enfin de partager le pouvoir. Il confie la direction opérationnelle à 3 de ses cadres. Gilbert Torelli pour les ventes, Roland Darnaud pour la production, Michel Van Orenberg pour les finances. Mais il garde le contrôle ultime. Aucun des 3 n'a d'autorité réelle. En 1988, contraint par son banquier, le Crédit Lyonnais, Mantelet met en place un rachat de l'entreprise par ses salariés. Un RES, les employés de Moulinex reçoivent de 30% du capital. 4 dirigeants obtiennent 51% des droits de vote. Jean Mantelet cède formellement le pouvoir. Il a 88 ans. L'entreprise qu'il a bâtie de ses mains depuis 60 ans lui échappe, non à un successeur clairement désigné, mais à un comité de 4 hommes qui vont rapidement se faire la guerre. En 1991, Jean Mantelet meurt.
Il avait 90 ans. La même année, les nouveaux dirigeants rachètent Krups, le fabricant allemand haut de gamme de cafetières et d'appareils de cuisine. Prix de l'acquisition exorbitant. La dette du groupe monte à 350 millions d'euros. Les pertes continuent. On achète Krups comme on achète une solution. Mais Krups est un problème supplémentaire. Une marque premium qui exige des investissements marketing que Moulinex ne peut plus se permettre. La logique de Mantelet, produire simple, vendre moins cher que tout le monde, est abandonnée. La logique qui la remplace, monter en gamme, acquérir des marques, se diversifier, ne fonctionne pas. Moulinex n'est pas LVMH. Moulinex n'est pas capable de gérer la complexité qu'il a achetée. En 1994, un nouveau dirigeant est imposé par le groupe d'investissement Euris, qui prend 40% du capital. Jules Coulon, ancien de Michelin, tente de rationaliser. Il ne parvient pas à unifier. Entre 1996 et 1999, 2600 emplois supplémentaires sont supprimés. En 1997, Moulinex s'implante en Chine. En 1998, au Brésil. En 1999, en Argentine et en Inde, l'internationalisation coûte cher. Elle ne rapporte pas suffisamment vite. En décembre 2000, le groupe Moulinex fusionne avec la société italienne Elfi, propriétaire de la marque Brandt, le fabricant de gros électroménagers. C'est le dernier pari. Moulinex Brandt, petits et gros électroménagers réunis. Un géant sur le papier, une chimère dans les faits. En 2000, la part de marché de Moulinex en France tombe à 17%. SEB, son concurrent, atteint 23%. Pour la première fois de son histoire, Moulinex n'est plus numéro 1 en France. En janvier 2001, Elfi se rétracte. L'augmentation de capital promise n'arrive pas. Les banques refusent de financer seules. L'endettement atteint 760 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 2,5 milliards. Les pertes dépassent 130 millions d'euros. Le 7 septembre 2001, le tribunal de commerce de Nanterre prononce le redressement judiciaire. Le 11 septembre 2001, la direction ordonne la cessation de toute activité. Les chaînes s'arrêtent, les lumières s'éteignent, les portes se ferment. Alençon, Cormel, Le Royal, Bayeux, Falaise, Saint-Lô, 5 sites, 5 villes, 5600 emplois, disparus en une matinée. Le Monde regardait New York, la Normandie tombait. Le 22 octobre, le tribunal choisit SEB, pas Fidei, qui aurait sauvé 1000 emplois de plus. SEB, le concurrent de toujours. SEB ne reprend que 3 usines. Il garde ce qu'il ne fabrique pas encore, les robots, les cafetières, les bouilloires. Le reste est liquidé. 4500 salariés sont licenciés, dont 3700 en France, dont 3000 en Normandie. Aujourd'hui, à Villaines-la-Juhel, à Fresnay-sur-Sarthe, à Mayenne, des usines fabriquent encore des robots de cuisine. Ces usines fonctionnent, ces chaînes tournent, ces robots partent dans des camions vers des supermarchés à travers l'Europe. Ils portent le nom Moulinex, mais ces usines appartiennent au groupe SEB. La marque a survécu. L'entreprise, elle, est morte. À Alençon, il reste un bâtiment que les anciens salariés appellent la cathédrale. C'est l'ancien séchoir à chanvre et atelier d'étamage. Le premier bâtiment industriel que Jean Mantelet avait fait construire dans cette ville en 1937. La ville l'a racheté pour éviter la démolition. Des anciens ouvriers voulaient y installer un musée de la mémoire Moulinex. Le projet n'a pas abouti. Le traumatisme, disent-ils, est encore trop vif. À Cormel-le-Royal, près de Caen, l'ancienne infirmerie de l'usine est devenue un restaurant. Il s'appelle le Presse-Purée. La note de bas de page surprenante, Jean Mantelet, cet homme qui avait fait du prix bas son dogme absolu, qui refusait de déléguer, qui dormait parfois dans son bureau, avait été inscrit en 1978 parmi les 25 Français les plus riches. Mais il n'avait pas d'enfant, pas d'héritier, pas de fondation à son nom. Sa fortune, il avait voulu la léguer à ses salariés, via le RES de 1988. Cette décision généreuse et désordonnée en même temps est celle qui a condamné l'entreprise. 4 hommes héritiers de la même autorité, sans hiérarchie claire, sans vision partagée. 4 chefs pour une armée qui ne savait plus qui commander. L'influence invisible de Moulinex est plus grande que sa mémoire. Le moulin à légumes de 1932, rebaptisé Presse-Purée, est encore vendu aujourd'hui, dans toute l'Europe, sous une dizaine de marques différentes. L'objet est le même. Le tamis interchangeable, la manivelle rotative, le cylindre embouti. Mantelet n'a pas seulement vendu un ustensile. Il a défini un standard de cuisine que personne, depuis, n'a jugé utile de remplacer. La stratégie de vente au lycée technique, elle, a formé 2 générations de cuisiniers professionnels à manipuler des appareils Moulinex. Certains de ces cuisiniers sont aujourd'hui à la tête de brigade dans des restaurants étoilés. Ils ont appris à faire cuire sur un robot Charlotte. Et puis il y a une question difficile à poser à laquelle personne ne peut répondre franchement.
Si Jean Mantelet avait préparé une succession en 1975, quand il avait 75 ans et l'entreprise au sommet, est-ce que Moulinex serait encore normand aujourd'hui? Est-ce que ces usines d'Alençon, de Cormel, de Bayeux tourneraient encore? Ou bien les forces qui ont emporté l'industrie française du petit électroménager étaient-elles trop puissantes pour être résistées par un seul homme? Même visionnaire, même résolu? On ne peut pas le savoir. Ce qu'on sait, c'est que la question, en Normandie, on ne la pose plus, on la porte. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la et abonnez-vous à la chaîne. Nous couvrons les entreprises, les machines et les fondateurs qui ont bâti le monde physique. À la prochaine. Quelque part dans une cuisine normande, un presse-purée en métal embouti tourne sur ses légumes cuits. La manivelle fait le même geste qu'en 1932. La purée tombe, lisse, dans la casserole.